Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette conférence de 30 minutes. Je me présente, je suis Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Et la Coalition, c'est un projet de l'Association pour la santé publique du Québec qui vise notamment à mettre en place des politiques publiques qui vont faire en sorte que nos milieux de vie permettent de faire plus facilement des choix santé au quotidien. Alors, depuis plusieurs années, surtout pendant la période budgétaire, la Coalition Poids recommande de mettre en place une taxe spéciale sur les boissons sucrées dont les sommes doivent être investies en prévention. Et très récemment, le groupe de recherche sur le capital humain de l'Université du Québec à Montréal a publié le premier rapport québécois à estimer les effets et les retombées économiques d'une telle taxe sur la population. On a donc avec nous ce matin la chercheure principale de cette étude, Madame Catherine Hack, qui est docteure en économie et professeure associée au département de sciences économiques de l'UQAM. Elle est également directrice du laboratoire de données de Statistique Canada pour l'UQAM et l'INRS. Elle est chercheure invitée au Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Elle est chercheure principale pour l'axe compétences au Cyrano. Elle participe activement au comité sur la prévention de l'obésité de l'Institut national de santé publique du Québec. Et enfin, elle participe au comité consultatif du prochain portrait de l'Observatoire des tout-petits sur les politiques publiques. Les recherches de Mme Hack se concentrent principalement sur le développement du capital humain des enfants et des jeunes et sur la transmission intergénérationnelle du revenu et de l'éducation. Son centre d'intérêt est de comprendre le lien entre les inégalités observées durant la petite enfance et le parcours de vie sur le marché du travail. Je vais donc lui céder la parole pour les prochaines 20 minutes. Ensuite, on pourra prendre vos questions. Alors, je vous invite tout au long à inscrire celles-ci au bas de votre écran là, dans la section Q&A ou QR. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup, Corinne. Je vais partager mon écran. Bon, donc en théorie, vous devriez être capable de tous pouvoir voir mon écran. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, merci pour l'invitation. C'est un travail sur lequel on a beaucoup travaillé, passé des heures et des heures pour être en mesure d'estimer la réaction des consommateurs québécois à une éventuelle taxation des boissons sucrées au Québec. Donc, ce travail est fait en collaboration avec Christelle Poirier, qui était une étudiante à l'UQAM jusqu'à tout récemment, qui est rendue à l'Université Laval, et aussi par un professeur de l'Université du Québec à Montréal, qui est Nicolas Lawson. Donc, on va commencer. Oups, attendez, là, je ne suis pas capable de changer. Et voilà. Donc, pour juste vous donner un petit portrait là, de où on se situe au Québec, quel type de profil de consommation on a, quels sont les prix des boissons sucrées, je vous ai fait ici deux figures qui vont nous permettre de comprendre où est-ce qu'on est, comment varient les prix selon le type de boisson et comment les Québécois consomment en général les différentes boissons qui sont offertes sur le marché. Donc, ce qu'on voit, ce qui va ressortir des deux figures qui sont ici et dont je vais vous parler un peu plus en détail, c'est que les boissons gazeuses sont les boissons sucrées les plus consommées au Québec. Ça, vous le voyez dans la figure droite ici qui montre la part du volume total des ventes de boissons au Québec. Donc, les ventes totales de boissons, qui consomment quoi? Donc, ce qu'on voit ici, vous regardez la ligne en jaune, ce sont les boissons gazeuses régulières et finalement, la ligne en vert, ce sont les boissons gazeuses diète. Et ce que vous voyez, c'est que les Québécois, en moyenne, il y a 20% de leurs dépenses en boissons qui vont être allouées à des boissons gazeuses. Cette part-là, évidemment, avec le temps, elle a diminué un peu, ce qui est quand même une bonne nouvelle, mais ça reste la première boisson sucrée qui est la plus consommée. Ici, en haut, ce que vous avez, c'est le lait nature et la ligne qui monte ici, c'est l'eau plate. Donc, les boissons gazeuses sont les boissons sucrées les plus consommées. Ensuite, vient les jus de fruits purs qui sont considérés comme un autre type de boisson, puis finalement les boissons diète et ainsi de suite, on descend dans les autres catégories. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si on regarde dans le marché, et là on a utilisé des données d'épicerie, donc on a les données d'épicerie pour savoir les prix moyens qui sont appliqués dans le marché québécois. Ce qu'on voit, c'est que dans l'année 2015-2016, les boissons sucrées, ici, vous les voyez en vert, ce sont des boissons qui sont très peu dispendieuses. Donc, elles coûtent très peu cher. Donc, ce qui veut dire, dépendamment de la forme de taxation qu'on a et la réaction du consommateur, on va être plus ou moins capable de faire changer la consommation des Québécois.
Alors qu'il y a certaines boissons, comme les boissons oranges ici que vous voyez, là, ce sont les boissons énergisantes qui coûtent environ 5-6 $ par litre. Donc, qui sont beaucoup plus dispendieuses que les boissons gazeuses qui sont plutôt à 80 sous par litre. Là, hier, chez Métro, c'était exactement à 0,80 sous par litre pour la marque Tradition. Donc, ce sont des boissons qui sont peu dispendieuses, donc facilement accessibles et qui sont consommées en très grande quantité au Québec. Donc, pour un économiste, quand est-ce qu'on doit taxer un produit? Donc, il y a 2 conditions nécessaires pour un économiste pour qu'on taxe un produit. Donc, il faut pouvoir démontrer un lien de causalité entre la consommation d'un produit et la santé, donc un lien négatif. Si c'est un lien positif, on va plutôt parler de subvention. Donc, la taxation va intervenir si la consommation d'un produit cause un préjudice à la personne. Donc, il faut montrer que ça existe, pas seulement une corrélation, mais vraiment un lien de causalité. Et il y a une deuxième condition, il faut qu'il y ait présence d'externalité et d'internalité. Donc, si je vous donne un exemple, externalité, c'est-à-dire que le fait que moi, je consomme des boissons sucrées, ça va avoir un effet sur les autres personnes. Et là, vous allez me dire, ben arrête, là, quand on consomme du coke, ça ne change pas la vie des autres. Mais indirectement, oui, parce que dans le système dans lequel on évolue ici au Québec, la santé est payée par tous. Donc, le système de santé est payé par tous. Donc, si vous avez une consommation qui affecte votre santé et qui fait que vous allez générer des coûts de santé, indirectement, vous affectez les autres personnes autour de vous. Il y a aussi un concept d'internalité qui existe, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prendre en considération toutes les conséquences négatives qui peuvent survenir à long terme. Donc, si on prend ces 2 conditions-là qu'on considère réunies pour ce qui concerne les boissons sucrées, c'est-à-dire qu'il semble y avoir un lien de causalité entre la consommation de boissons sucrées et la santé, et il y a présence d'externalités, on veut envisager une taxation et on veut essayer d'envisager une taxation la plus efficace possible. Mais il faut aussi savoir si le consommateur va réagir et comment il va réagir à cette taxation-là. Donc, pour vous donner une idée là, juste de où on se situe par rapport au monde extérieur, là, il y a plus de 40 pays qui ont déjà mis en place une taxe sur les boissons sucrées. Je vous invite à regarder notre rapport, le tableau 7. On fait vraiment un résumé là, de tout ce qui est fait. C'est souvent des taxes d'assises. Donc, les taxes d'assises, ce sont des taxes qui sont mises sur le produit avant même qu'il se rende au consommateur. Donc, elles sont incluses dans le prix affiché. Donc, le consommateur, quand il fait son choix en épicerie, il prend en considération la taxe parce qu'elle est déjà dans le prix. Donc, au Québec, on n'a pas de taxe d'assises sur les boissons sucrées. On en a sur d'autres produits, mais on n'en a pas sur les boissons sucrées. Les boissons sucrées ainsi que plusieurs autres aliments sont taxés via les taxes de vente, mais ces autres aliments-là peuvent inclure des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises pour la santé, comme l'eau pétillante, et ce sont aussi des taxes qui ne sont pas incluses dans le prix, donc qui sont moins bien pris en compte par le consommateur. On appelle ça la salience de la taxation. Il y a une très belle étude qui est faite par Raj Chetty aux États-Unis qui montre que quand la taxe est inclue dans le prix, le consommateur ne réagit pas de la même façon que quand la taxe est appliquée à la caisse. Donc, il faut garder ces concepts-là en tête quand on va revenir tantôt à la taxation. Donc, pour les économistes, donc ce qu'on fait, c'est qu'on se fie à la littérature en santé pour regarder l'effet que la consommation de boissons sucrées peut avoir sur la santé des individus. Et notre lecture de la littérature, qui a été accompagnée par l'INSPQ, entre autres, qui nous a aiguillés dans cette lecture-là, c'est que la consommation de sucre est liée de manière causale à un gain de poids, au diabète de type 2 et à des problèmes cardiovasculaires. Si vous voulez plus de détails sur ce type d'informations-là, sur ce type d'études, je vous invite à lire notre rapport qui résume assez bien un peu l'état des connaissances. Donc, pour nous, à ce point-ci, on a tous les éléments réunis pour considérer mettre en place une taxation. Donc, avant qu'on continue, on va tout accorder nos violons. Donc, on va regarder les boissons à limiter pour nous dans ce rapport-là, parce qu'il y a différentes définitions dépendamment de qu'est-ce qu'on cherche à regarder, mais dans ce que nous, on va faire, les boissons à limiter vont inclure les boissons gazeuses régulières, les boissons pour sportifs, les boissons à saveur de fruits, les boissons énergisantes, les boissons café sucré prêt à boire, mais aussi, puis là, c'est là que des fois, c'est une différence par rapport à ce qui est fait des fois, on va aussi inclure les boissons diète, les boissons de soya, les boissons d'amandes et autres qui sont sucrées, et enfin, les boissons laitières avec sucre ajouté. Donc, toutes ces boissons-là, quand vous allez voir plus tard boissons à limiter, c'est toutes ces boissons-là qu'on englobe dans nos calculs.
Puis finalement, bien, il y a les boissons à favoriser qui sont évidemment l'eau, qu'elle soit plate ou gazéifiée, et le lait nature. Donc, la consommation des boissons sucrées selon le revenu. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que souvent, quand on parle de la taxation, on va se demander s'il n'y a pas un effet régressif de la taxation sur les consommateurs. Quand on parle d'effet régressif, c'est qu'on voudrait dire que certains consommateurs et les consommateurs à faible revenu seraient influencés plus négativement par la taxation que par d'autres. Donc, premièrement, ce qu'il faut établir, c'est est-ce qu'ils consomment plus de boissons sucrées que d'autres? Évidemment, il y a d'autres études américaines qui le montraient clairement. Nous, on est allé vérifier dans les enquêtes de dépenses de consommation, qui sont les enquêtes des dépenses de ménage, qui sont disponibles dans les laboratoires de statistiques du Canada, et on a calculé pour différents quartiles de revenus la consommation de boissons à limiter. Donc là, ici, ce que je vous présente, et on a toutes sortes de figures dans le rapport, puis toutes reviennent au même. C'est-à-dire que si vous regardez ici en vert, là, les boissons à limiter, donc les boissons qui seraient éventuellement taxées, sont effectivement consommées en beaucoup plus grande proportion par les personnes qui ont un revenu plus faible, donc qui sont dans le quartile 1, donc le quartile le plus bas de la distribution des revenus. Donc ça, ce sont les consommateurs, on a conditionné sur les consommateurs de boissons gazeuses. Si on ne fait pas de conditions, si on inclut tous les consommateurs, même ceux qui ne consomment jamais de boissons gazeuses, on a le même profil de consommation, c'est-à-dire que les personnes à faible revenu vont consommer plus de boissons à limiter que les autres personnes dans la population. Donc, on a un profil qui indique que si on applique une taxation, effectivement, les consommateurs à plus faible revenu vont se retrouver à payer une plus grande partie de la taxe. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est que certains de ces consommateurs-là vont réagir, c'est-à-dire que la consommation va diminuer ici, donc ils vont commencer à consommer moins. Donc, seulement une certaine partie des consommateurs va continuer à consommer tout autant qu'avant et donc ne bénéficieront pas du gain santé qu'ils pourraient avoir en diminuant leur consommation. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc, il faut prendre en considération l'effet revenu, donc parce que quand on taxe un produit que les gens continuent à consommer, ils se trouvent à payer plus cher pour ce produit-là. Donc, ils ont moins d'argent dans leur poche pour acheter d'autres choses, incluant des soins de santé. Donc, c'est cet effet-là régressif dont il faut se soucier. Mais par contre, quand ils diminuent leur consommation, ils obtiennent un gain santé et c'est ces deux gains-là qu'il va falloir comparer pour voir si le gain net est positif. En fin de compte, il est toujours possible aussi de réinvestir les revenus de la taxation vers ces personnes-là pour offrir des services complémentaires. On va y revenir plus tard si j'ai le temps, mais là, je pense que je vais carrément déborder. Donc, ici, je vous présente ici le principal, c'est horrible là, comme tableau, je m'en rends compte, mais restez avec moi, je vais vous expliquer. Donc, pour comprendre comment fonctionne la taxation, il faut estimer les élasticités prix des consommateurs. Qu'est-ce que c'est ça, une élasticité de prix? C'est de savoir si j'augmente le prix de 1 %, comment va réagir mon consommateur? Est-ce que sa consommation va augmenter, va diminuer? Par quel pourcentage sa consommation va augmenter ou diminuer? Donc, il faut calculer ces élasticités de prix et il faut aussi calculer les élasticités de prix croisés, c'est-à-dire si j'augmente le prix sur un produit A, comment va varier la consommation du produit B? Donc, il y a aussi les élasticités prix croisées. Elles sont très importantes parce que si on diminue la consommation d'un produit, il est très probable qu'on va aller en consommer un autre à la place. Il y a beaucoup d'études sur la taxation des boissons sucrées qui prennent des modèles linéaires. Il y a des importantes limites à ça qui sont soulignées dans notre rapport. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Nous, on utilise ce qu'on appelle un modèle BLP, qui est un modèle qui permet vraiment d'aller estimer la demande de boissons sucrées et donc d'estimer l'élasticité prix et l'élasticité prix croisée. Et ce tableau-là, ce qui montre, c'est exactement ça. Et ce que vous voyez ici, c'est les différents types de boissons auxquels on avait accès dans les données. On avait des regroupements. Donc là, c'est les données d'épicerie qu'on a ici, ce qu'on appelle les données de Nielsen. Et donc, vous voyez, c'est si on diminue ici le premier chiffre en haut à gauche, si on augmente le prix des boissons gazeuses régulières de 1 %, la consommation des boissons gazeuses régulières va diminuer de 1,13 %. Même chose ici pour les boissons diète. Une augmentation de 1 % va diminuer la consommation de boissons diète de moins 1,21 %. Et là, ce qui est intéressant de regarder, si vous regardez la diagonale, c'est elle la plus intéressante pour commencer, vous allez voir rapidement qu'il y a des boissons pour lesquelles les changements de prix vont générer des réactions beaucoup plus importantes. Donc, quand on augmente le prix
de 1 pour les boissons énergisantes, la consommation va diminuer de 7 Donc, il y a beaucoup plus de réactions pour certains produits que pour d'autres. Et ce que vous voyez, c'est que ça aussi, il y a le 7 ici là, qui est très gros, mais la majorité du temps, on se situe plutôt à -3, -2, -3 encore ici pour les boissons. Là, je ne vois pas parce que j'ai les photos des gens, les boissons de soya. Donc, mais ce qui est important de retenir ici, c'est vous voyez les boissons gazeuses là, régulières, la réaction du consommateur n'est pas très forte. Donc, l'élasticité de prix, elle n'est pas très, très grande. Donc, il faut une grande variation de prix pour faire vraiment changer la consommation pour ce type de boisson-là. Et tous les autres chiffres qui ne sont pas sur la diagonale, c'est ce qu'on appelle les effets de substitution. Donc, si j'arrête de boire des boissons gazeuses, je vais substituer pour d'autres produits. Et quand on va calculer, on va faire des simulations de taxes, on va prendre en considération tous ces effets de substitution-là. Oups, là, je ne suis plus capable de changer. Attendez. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure des études qu'on a faites sans aller dans tous les détails? C'est qu'on est capable de voir que les ménages à faible revenu au Québec réagissent plus fortement au prix, ou à une augmentation de prix que les autres ménages en moyenne. Donc, déjà là, ça nous indique que notre quartile de revenu inférieur va réagir plus rapidement puis plus fortement en pourcentage et donc en valeur absolue. Donc, le gain santé sur ces personnes-là va être plus important. Par contre, il y a certaines personnes dans ce groupe-là qui vont réagir moins fortement et éventuellement peut-être même pas du tout. Donc, les personnes qui ont pas de diplôme d'études secondaires, qui ont des enfants ou qui sont issus des minorités visibles réagissent plus fortement en général. Ce qui veut dire qu'une personne sans enfant, pas issue d'une minorité visible, qui aura un niveau d'éducation un peu plus élevé qu'un diplôme d'études secondaires ou qui aura un diplôme d'études secondaires, va moins réagir. Donc, ces gens-là pourraient être défavorisés si on mettait en place une taxe sur les boissons sucrées. Donc, il faudrait imaginer un processus pour venir compenser ces personnes-là. Donc, il y a certains groupes à risque qui pourraient être laissés pour compte, qu'il faut toujours considérer, mais il y a aussi plusieurs personnes parmi les personnes à faible revenu qui bénéficieraient de la mise en place de cette taxation-là par une réduction de leur consommation et un gain pour leur santé. Donc, est-ce qu'on peut conclure que la taxation des boissons sucrées est régressive ou pas? Donc là, si on lit la littérature sur les boissons sucrées en général, la littérature qui prend en considération aussi l'effet sur la santé, le constat, c'est que l'effet n'est ni régressif ni progressif, c'est que l'effet net est assez similaire à travers les différentes tranches de revenus. Donc, les personnes à faible revenu, tout comme les personnes à haut revenu, l'effet net va être similaire et ne va donc pas être régressif. Donc, je vais continuer juste parce que je veux vous montrer d'autres choses. Donc, les formes de taxation. Il y a plusieurs formes de taxation possibles. Dans les boissons sucrées, ce qu'on envisage, c'est souvent une taxe en pourcentage du prix, une taxe en cents par litre, donc sur la quantité, ou une taxe par gramme de sucre, qu'on dit en cents par gramme de sucre. Donc, si je vous donne un exemple ici, là, 1 litre de boisson gazeuse coûte en moyenne, je vous disais, là, dans les données Nielsen qu'on a, 0,88 $, donc 88 cents par litre. Donc, si on mettait une taxe de 0,2 sous par gramme de sucre, pour une boisson gazeuse moyenne, là, ça reviendrait à peu près 22,4 sous par litre. Et donc, ça représenterait pour une boisson gazeuse moyenne à peu près 25 % du prix. Donc, ces taxes-là pourraient apparaître comme étant équivalentes, mais vous allez voir rapidement qu'elles ne le seraient pas si on les appliquait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça vient des effets de substitution, entre autres. Donc, il y a des avantages et des inconvénients aux différentes formes de taxation. Si on pense à la taxe par gramme de sucre, c'est sûr qu'elle est plus efficace parce qu'elle favorise la substitution de la consommation vers des produits moins sucrés. Donc, si on pense, par exemple, et je vais vous donner un exemple, aux différentes boissons gazeuses, elles ne sont pas toutes sucrées de la même manière. Donc, si on les taxe en grammes de sucre, la taxe va être différente d'une boisson gazeuse à l'autre et on pourrait substituer d'une boisson plus sucrée vers une boisson moins sucrée. Évidemment, la taxe en grammes de sucre incite aussi à la reformulation du produit, ce qui peut amener les grandes compagnies à changer leurs recettes. Et on sait tous là, que on ne sait pas tous, vous ne le savez peut-être pas, le Coca-Cola est le plus sucré dans le monde, où le Coca-Cola est le plus sucré dans le monde, c'est ici au Canada. Donc, il existe ailleurs des recettes moins sucrées de Coca-Cola, donc ce n'est pas comme si la recette n'existait pas. Donc, la taxe en litre, son avantage principal, c'est qu'elle est très facile à mettre en place. Elle est très, très
simple. Elle a l'avantage aussi qu'elle permet de taxer les boissons diète. La taxe en grammes de sucre, évidemment, n'aura aucun effet sur les boissons diète parce qu'il n'y a pas de sucre comme tel dans les boissons diète. La taxe en pourcentage, son avantage principal est aussi qu'elle est très simple, mais la taxe en pourcentage peut créer des distorsions, et principalement à cause que les boissons gazeuses sont très peu dispendieuses. Donc, quand on met un pourcentage sur les boissons gazeuses, il est très petit et la réaction du consommateur, comme on l'avait vu tantôt, l'élasticité prix, est aussi très petite. Donc, ça fait très peu varier la consommation de boissons gazeuses et ça peut substituer certaines boissons plus sucrées vers les boissons gazeuses. Et ce qu'on voit en réalité, c'est que pour avoir le même effet qu'une taxe de 2 sous par gramme de sucre sur les boissons gazeuses, il faudrait une taxe en pourcentage de 31 %, alors que c'est seulement 25 % du prix. Donc, vous voyez, je suis obligée de mettre une taxe plus élevée pour arriver au même effet sur la consommation de boissons gazeuses. Donc, je vous donne ici quelques exemples concrets. Là, je ne vais pas m'éterniser parce que là, je ne vois pas le temps, puis il était supposé me faire un thumbs up pour me dire le temps, mais là, je ne peux pas le voir. Donc, je vais juste essayer de terminer. Donc, il y a différents types de breuvages. Ici, j'ai mis en premier les boissons gazeuses. Vous voyez, le prix est très bas. Le nombre de grammes par litre est très élevé, ce qui équivaudrait à des taxes de 18 sous à 25 sous. Ce qui représenterait à peu près 20 à 29 % du prix. Et là, c'est là que je vous disais tantôt, si la taxe est en pourcentage, en cents par gramme de sucre, elle varie à l'intérieur d'une même gamme de produits. Donc, pourrait inciter certaines personnes à passer du Crush Soda au Canada Dry, donc à boire des boissons sucrées qui sont un peu moins sucrées, donc à favoriser une consommation qui est plus responsable au niveau du sucre. Ici, je vous donne d'autres exemples de boissons, les punch aux fruits qui sont très sucrés, certains thés glacés. Oups, j'ai changé. Oh non! Attendez. Hop. Certains thés glacés qui sont un peu moins sucrés en litres. Ici, je vous donne aussi des exemples des boissons énergisantes qui sont très dispendieuses, mais qui, en pratique, certaines d'entre elles n'ont pas tant de sucre que ça. Mais comme la réaction du consommateur est très élevée, une petite variation de prix peut quand même faire bouger beaucoup la consommation de ces boissons énergisantes-là. Puis finalement, on a les boissons de soya ici et d'amandes qui ne sont pas tellement sucrées par rapport à, par exemple, les boissons plus de type gazeuses. Et donc, quand on met en place une taxe en grammes de sucre, elles sont moins pénalisées que si on mettait une taxe en pourcentage. Donc, si j'avais une taxe en pourcentage, ma taxe en dollars absolus serait beaucoup plus grande sur mes boissons de soya et mes boissons d'amandes qu'elle le serait sur, par exemple, les boissons gazeuses. Donc, il y aurait une réaction plus forte pour des boissons qui sont en fait moins sucrées. Donc, ici, on a une... Oui? J'allais juste dire, il reste 3 minutes, okay, pas de problème pour conclure. OK, bien parfait. J'ai besoin de juste 3 minutes. Excellent. Merci beaucoup, Corinne. Donc, ici, je vous fais un portrait topo d'une des simulations de taxes qu'on a fait. Donc, on vous présente ici la taxe en cents par gramme de sucre qu'on considère comme étant la plus efficace pour modifier la consommation des boissons sucrées et éventuellement mener à une reformulation des produits. Donc, si on applique différents niveaux de taxation, là, ici, on a la première colonne à 5 sous par 0,5 sous, 0,05 sous par gramme de sucre, 0,1 sous par gramme de sucre, 0,2 sous par gramme de sucre. Les produits taxés sont en gras, alors que les produits qu'on n'a pas taxés dans notre simulation sont en caractère normal. Et donc, il va y avoir une substitution des produits taxés vers les produits non taxés. Et ce que vous voyez, c'est que cette forme de taxation-là peut aller faire diminuer beaucoup la consommation de boissons gazeuses régulières. Donc, on parle d'une diminution d'à peu près 28 % de la consommation de boissons gazeuses régulières. Les laits aromatisés vont diminuer de 20 % ici, les boissons énergisantes, 17 %. Donc, les boissons énergisantes, comme je vous disais tantôt, même si elles n'ont pas autant de sucre, le consommateur réagit très fortement. Donc, la taxe est un petit peu moins grande en pourcentage, mais la réaction va quand même être importante. Les boissons aux fruits, une diminution de 23 %, des boissons qui sont quand même très sucrées, comme on l'avait vu, le fruité tantôt. Puis finalement, les boissons de soya et autres qui sont moins sucrées et on a aussi une réaction moins importante. Là. Ici, vous voyez une diminution de la consommation de 3 %. Donc, on n'a pas d'effet de substitution qui s'en va dans le mauvais sens, tandis que dans les autres types de taxation, on peut partir dans les mauvais sens dépendamment de la réaction des consommateurs aux différents types de produits. Donc, il faut vraiment modéliser la réaction à travers les différents types de produits et considérer les prix sur le marché
en question. Donc, on peut regarder ce qui se fait ailleurs, mais c'est sûr que c'est toujours important de le faire chez nous aussi parce qu'on peut réagir d'une façon différente. Les Québécois, l'élasticité des Québécois se situe quelque part entre l'élasticité des Américains et l'élasticité des Européens par rapport aux boissons sucrées. Donc, on est un petit peu différents. Donc, il faut le faire chez nous. Et ce qu'on voit, c'est que pour le gouvernement, ça pourrait représenter des revenus de 15 à 50 millions par année, dépendamment de la forme de taxation qu'on pourrait avoir. Donc, évidemment, là, il y a eu une baisse de la consommation et ça, c'est pris en considération et la taxation est appliquée uniquement sur ce qui reste. Donc, pour conclure, dans la minute qui me reste, les recommandations qu'on a dans ce rapport-là, c'est que le Québec devrait mettre en place une taxe sur les boissons sucrées qui serait idéalement inclus dans le prix, en fait, pas idéalement, qui serait inclus dans le prix, pour que le consommateur la prenne en considération. Donc, si la taxe, elle est mise au passage à la caisse, souvent, les gens ne savent plus qu'est-ce qui est taxé, comment, surtout si c'est en grammes de sucre, ça viendrait un truc complètement dément de le faire au passage à la caisse parce que les gens n'auraient pas du tout conscience de quelle boisson est taxée à quelle valeur. Donc, il faut vraiment que ça soit appliqué au moment avant le passage à la caisse, donc que ça soit affiché sur le prix en épicerie. Donc, l'avantage de cette forme de taxation-là, comme je vous disais tantôt, c'est qu'elle permet de taxer plus fortement les boissons à très forte teneur en sucre et de favoriser une substitution vers des produits un peu moins sucrés. Et éventuellement même favoriser la reformulation des produits pour réduire la quantité de sucre qui sont dans les boissons qui sont vendues sur le marché québécois. Évidemment, là, vous allez me dire, la reformulation peut entraîner les producteurs à mettre d'autres produits qui sont peut-être pires pour la santé, donc effectivement. Donc, il y a potentiellement, en même temps qu'on met cette taxe en place, il faut penser à soit une réglementation, soit une taxe complémentaire qui vise à freiner l'usage de produits qui sont considérés nocifs pour la santé. Et finalement, et ça, ce point-là est important, là, mon dernier point ici, c'est important de penser à réinvestir une partie des revenus de la taxe vers les familles les plus vulnérables pour compenser les familles qui vont continuer à boire ces boissons-là et qui vont se retrouver à les payer plus cher et qui donc vont avoir un revenu disponible moins élevé. Et il y a toutes sortes d'avenues qui sont possibles pour aider ce type de famille-là. Et aujourd'hui, dans la presse, la chronique de Patrick Lagacé parlait des soins dentaires pour ces personnes-là. On sait que la consommation de boissons sucrées a un effet sur la carie dentaire, augmente la carie dentaire. Donc ça, c'est une possibilité, mais il y en a plusieurs autres et ça revient aux gens en santé publique de choisir c'est quoi l'avenue la plus efficace pour aider ces familles-là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez lire le rapport en détail, il se trouve sur notre site web. Il s'appelle « La taxation des boissons sucrées ». Il est sur le site web du GRCH qui est sur le site de l'ESG-UQAM. Évidemment, les commentaires sont bienvenus. Vous avez mon adresse courriel ici. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup.